Merci beaucoup. Donc, bonjour à tous. Donc moi, je vais continuer un peu sur le sujet du bilan carbone en forêt, en changeant un peu d'échelle, puisque ce que vous a présenté Antoine, ça concernait la ressource forestière française. Moi, je vais plutôt vous parler, plutôt vu du gestionnaire, hein, et plutôt du côté de la forêt publique. Euh, J'ai le même problème. Ah, ça y est, c'est bon. Parfait. Alors, juste pour commencer, en fait, je vais juste donner quelques chiffres parce que finalement, on est aujourd'hui dans une journée bois énergie. Mais ce que je voudrais dire, c'est que côté de l'Office national des forêts, on est quand même vraiment prioritairement orienté vers du bois d'œuvre. Donc du bois d'œuvre, puisqu'on a 25% des surfaces de la métropole en gestion et qu'on approvisionne 40% du sillage français. Et puis ce que je voudrais dire, parce que tout à l'heure ça a été évoqué, le fait qu'il n'y avait pas de contradiction avec la question de biodiversité, en tout cas pour le coup, l'Office héberge plus de 90% des aires de protection forte. Donc ça c'est pour donner un peu le cadrage de l'orientation de la gestion ONF. Et puis je donne les chiffres que sur la métropole, et puis je vais parler que de la métropole ce matin. Mais je voudrais juste dire, parce que tout à l'heure Antoine a parlé de 2,8 milliards de tonnes de carbone sur les forêts françaises, toutes propriétés confondues. Donc on a à peu près un quart pour la forêt publique. Et je voudrais qu'on parle quand même aussi, qu'on n'oublie pas les forêts des territoires d'outre-mer, en particulier la Guyane, parce qu'on a 2,6 milliards de tonnes de carbone en Guyane, pour une forêt plutôt à l'équilibre, où là pour le coup il n'y a pas de récolte significative. Alors, quand on parle bois énergie, ce que je voudrais dire, c'est qu'on a 4 segments. Donc là, en bas, on a un peu les différents segments de récolte et d'approvisionnement. Donc on a à gauche bois d'œuvre et bois industrie, qui représentent quand même une grosse partie de la récolte commercialisée aujourd'hui. Et puis on a 8 millions de mètres cubes environ de bois énergie commercialisés, et puis 17 en non commercialisés. Et ces deux segments de bois énergie directement sortis de forêt constituent, c'est ce qui était dit tout à l'heure, environ 40% de l'approvisionnement en énergie renouvelable. Donc on disait tout à l'heure, c'était Sylvain Réalon qui parlait du bois qui était la première ressource en énergie renouvelable. On le voit ici, et c'était 50% à un moment. Donc on a aujourd'hui une montée en puissance d'énergie renouvelable intermittente comme le solaire et l'éolien. Et puis, on n'en parle pas très souvent, mais il y a quand même un segment très conséquent dans les connexes de scierie ou d'autres parties de transformation de la filière. Et puis, il y a un potentiel dans le recyclé qui est sans doute aujourd'hui très sous-estimé. Donc, il y a un enjeu énorme à augmenter ces parties-là. Alors, qu'est-ce qu'on fait côté Office pour réfléchir ces questions de carbone? Alors, je vous disais que j'allais changer un peu d'échelle, et en fait, on travaille souvent au niveau d'itinéraire technique, c'est-à-dire qu'on réfléchit. Alors, j'avais hésité à vous mettre des graphes un peu plus compliqués, et je m'en veux parce que M. Peckman n'a pas hésité, donc j'aurais pu reprendre ce qu'il avait présenté, ça aurait été plus facile. En tout cas, on travaille sur ces dynamiques d'un peuplement en fonction de l'âge du peuplement pour différentes essences. On a une douzaine d'essences principales pour lesquelles on développe des itinéraires techniques. Et on a publié récemment les données autour de ces itinéraires en termes à la fois de production en volume, mais aussi de bilan de carbone. Et là, ce que vous voyez comme graphe, c'est pour 3 essences qui sont le Douglas, le chêne et le pin sylvestre, des bilans qu'il peut y avoir de valorisation de bois pour différents usages. Et pour chacun, on va identifier les temps de durée de vie dans la filière, et on va faire un bilan carbone, on va dire un peu théorique, autour de chacun de ces essences, et on va essayer d'optimiser un peu nos itinéraires sylvicoles. Alors par rapport à ce que disait M. Pelkman, on ne coupe pas du tout au moment où on a le croisement entre le maximum de production courante et maximum de production moyenne. Ça serait maximiser la productivité. Et en fait, nous, on maximise le bois d'œuvre. Donc on coupe bien plus tard, souvent 2 fois plus tard, ou même encore plus long, par exemple pour le chêne. Et puis, à droite, vous avez un graphe qui est assez ancien, mais moi, je pense qu'il est vraiment très représentatif de toute la réflexion qu'on doit avoir, en particulier dans nos itinéraires
sylvicole orientée vers du bois d'œuvre, c'est quel usage on va faire après du bois. Donc c'est un petit schéma qui nous vient du FCBA et qui montre tous les usages qu'on peut avoir en particulier autour de notre habitation. Et à la fois avec, on ne voit pas très bien, mais à chaque fois, des valeurs en termes de stockage de carbone dans les produits et en termes de substitution, c'est-à-dire d'économie de matériaux énergivores. Donc là, on ne parle pas forcément d'énergie, mais on parle déjà de matériaux. Donc là, on travaille beaucoup, beaucoup sur ce sujet. Pardon ? Ils auraient pu rajouter un poêle quand même. Bon, alors pour le stockage, ça ne fait pas beaucoup de stockage, mais pour la substitution, effectivement, on aurait pu rajouter la substitution à énergie avec le poêle. Alors, ce que je voudrais dire, alors c'est pas ce qui apparaît. Oui, ok. Ce que je voulais dire ensuite par rapport aux réflexions qu'on a, c'est que finalement, on a tout ce calcul carbone et quelque part, le bois énergie intervient effectivement dans nos calculs sur la substitution, même si on ne les utilise pas forcément prioritairement. Mais il intervient surtout parce que pour nous, c'est un outil pour faire nos itinéraires sylvicoles à destination du bois d'œuvre. Donc ici, vous avez l'itinéraire sylvicole du chêne. On est plutôt autour de 200 ans. Hein. Les chênes qui ont été coupés pour Notre-Dame, ils avaient 190 ans en moyenne. Donc on voit bien ce que ça représente en fait en termes de durée de vie. On travaille pour nos arrière-petits-enfants, même pas seulement pour nos petits-enfants. Et quand on récolte une grume à la fin, en récolte finale, on a en fait finalement quasiment 70%. Là, on voit soit directement par valorisation du houppier en bois énergie, soit parce qu'on a des connexes. On a une valorisation très conséquente au-delà de la récolte de bois d'œuvre et de tout le sillage ou le déroulage ou la valeur bois d'œuvre qu'on pourra récolter de ces grumes. On a toute une partie de bois énergie. Donc ok, on a du bois énergie associé à nos récoltes de bois d'œuvre et nos récoltes de bois industrie. Mais ce qui est très important, c'est tout à fait à gauche, l'autre petit cercle, qui est l'autre segment où il y a de la récolte de bois énergie dans nos itinéraires. C'est un outil, le bois énergie, pour faire de la sylviculture dans les jeunes peuplements. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, financièrement, c'est trop compliqué de faire des dépressages. C'est un coût énorme et on n'arrive pas à en faire. Et donc, on intervient en faisant finalement des dépressages à travers des récoltes de bois énergie ciblées. Et on travaille en particulier avec ONF Énergie sur ce sujet-là, parce que c'est vraiment notre objet prioritaire d'utilisation de cet outil bois énergie pour faire notre sylviculture. Donc, si je continue, donc là, je vous ai parlé finalement de réflexion d'atténuation en général. Et en fait, le principe, c'est que là, on est obligé de se plonger dans la réflexion adaptation, puisque la forêt fait face à des défis majeurs liés aux crises. Alors, on a les crises d'incendie, on a eu plus de 70 000 hectares incendiés en 2022. Et en fait, on a aussi un dépérissement plus ou moins diffus, ça dépend des essences, massif pour l'épicéa et les scolites, mais relativement diffus, par exemple, sur le sapin et le hêtre. Et on a aujourd'hui en forêt publique, depuis 2018, plus de 300 000 hectares touchés. Et là, on a 35 000 hectares à reconstituer, donc on a quand même une crise très conséquente et bien au-delà de tout ce qu'on avait pu connaître en phase de renouvellement. Et quand on a des crises, par exemple sanitaires, on ne peut pas renouveler par régénération naturelle, comme c'était vraiment la pratique prioritaire en forêt publique jusque-là. On est obligé de réfléchir à changer les essences pour avoir des essences qui vont mieux résister aux problèmes sanitaires. Et puis, on réfléchit aussi à introduire des essences qui vont mieux résister au choc climatique qui les attend. Et puis le deuxième point qui est très important, c'est qu'avec ces crises, et là c'est important parce que quand on réfléchit, comme l'a dit Antoine, sur le bilan carbone de l'ensemble de la filière, il va falloir absolument prendre en compte, au milieu, vous avez des statistiques ONF sur les récoltes. Donc vous avez les récoltes totales qui n'ont pas beaucoup progressé, enfin qui sont même plutôt en stabilité. Vous avez les produits normaux qui, eux, par contre, baissent parce qu'ils vont compenser finalement des produits accidentels qui sont en très forte expansion. Et on était là au moment des crises de scolite à 50% de produits accidentels dans les récoltes résineuses à l'office. Donc ce point est vraiment à montrer du doigt pour dire qu'il y a vraiment une transition, et la réflexion carbone dans cette transition est cruciale, parce qu'on n'est pas seulement dans l'observation de ce qui se passe et ne pas seulement subir, il faut aussi qu'on anticipe, et là on arrive directement au programme de renouvellement de la forêt.
Alors ça, c'est un graphe qui vous présente l'analyse suivant différents scénarios d'augmentation de température. Alors on ne dit pas à quelle échéance, hein, mais on peut imaginer par exemple que c'est 2050 ou 2100, hein, suivant le pessimisme des scénarios du GIEC. Mais c'est une graduation en fonction des augmentations de température. Vous avez en jaune au-delà de 4 degrés, puisqu'on nous a annoncé qu'il fallait qu'on se mette dans une projection de plus 4 degrés. Et on voit qu'en fait, pour les principales essences qu'on a en forêt, on va dire que ça se passe bien quand c'est vert, quoi. Et quelque part, bon, c'est quand même relativement inquiétant. C'est en surface, hein, en répartition de surface. C'est relativement inquiétant pour une grande partie des essences très fortement en place aujourd'hui dans le paysage, et qui sont les essences structurantes à la fois pour le paysage, parce que c'est des essences sociales pour la plupart, et c'est aussi structurant pour la filière. Donc il y a une importance à anticiper des dépérissements et à renouveler la forêt. Et puis alors le dernier message que je voudrais dire, c'est parce qu'on n'a pas beaucoup parlé du sujet sol, et pour le coup c'est un sujet qui nous intéresse fortement à l'Office. Enfin, bon, on n'est pas les seuls gestionnaires interloqués par cette question, mais en tout cas c'est la question de la protection des sols, une question qui est vraiment très prégnante. Le sol forestier, c'est le socle de la gestion durable du forestier. Et à partir de 99, l'Office a énormément travaillé sur les questions de tassement par rapport à l'augmentation des récoltes mécanisées. Et puis pendant 10 ans, on a travaillé avec la filière, avec les chercheurs, sur un autre aspect, et ça a été vraiment soutenu par l'ADEME pendant plus de 10 ans. Un grand merci à l'ADEME, sur les travaux aussi de récolte de bois énergie, arbres entiers, et d'exportation de menus bois et de fertilité. Et il y a eu tout un travail pour vraiment cadrer ces récoltes pour qu'elles aient le moins d'impact possible sur nos sols. Et donc on l'a introduit dans tous nos cahiers des charges d'exploitation et nos cahiers des charges aussi de travaux sylvicoles. Mais je pense que c'est quelque chose qui doit absolument rester très important pour tous les professionnels, à la fois de l'amont mais aussi de l'aval, et en particulier les ETF. Et pour le coup, dans les plans de sauvetage là, qui ont été évoqués, là, 1 milliard pour les fonds de chaleur, 150 millions peut-être pérennes pour le renouvellement. Je ne sais pas ce qu'il y en sera pour le plan protection des sols, mais je pense qu'il y a vraiment une action à mener sur ce sujet-là aussi. Donc pour conclure, en fait, quelque part, ce que je voulais vous présenter, c'était notre question d'utilisation du bois énergie en général, mais aussi de tous les usages du bois dans nos itinéraires sylvicoles, qui pour nous finalement font complètement partie du paysage des itinéraires et des évolutions de ces itinéraires dans un contexte de changement climatique, avec un gros focus sur des aspects de gestion durable en général de nos itinéraires, et en particulier pour le sol, une volonté de maintenir la pompe à carbone, en fait, parce qu'il faut absolument qu'on ait des essences plus résilientes en particulier, qu'on base aussi sur tout le potentiel d'adaptation des régénérations naturelles. Et puis, on continue à orienter nos itinéraires vers du bois d'œuvre, mais on va être obligé de faire évoluer ces itinéraires, sans doute pour certains de les raccourcir en fonction de vulnérabilité des essences, et puis aussi d'adapter nos itinéraires pour des nouvelles essences qu'on ne connaît pas encore. Et simplement en conclusion, vous dire que la stratégie là-dedans, c'est certainement pas une seule solution. L'objectif, on a parlé tout à l'heure de forêt mosaïque, c'est vraiment l'objectif côté forêt publique, et essayer d'adapter nos itinéraires en multipliant un peu les possibilités en fonction des contextes, de la vulnérabilité des essences, des risques, et puis des besoins en approvisionnement aussi. Voilà, je vous remercie.